Imaginez, demain votre médecin, l'anesthésiste chevronné Haroun Alour, se retrouve arraché à sa salle d'opération par un ordre officiel. Ce n'est ni un appel à volontaire, ni une demande polie, mais une conscription imposée, sans échappatoire. En un éclair, vous ou l'un de vos proches perdez ce pilier de l'hôpital et tout le Burkina Faso retient son souffle. Pour la première fois, des métiers autrefois jugés intouchables, médecins, enseignants, ingénieurs, sont tapés par la vague du service patriotique national. Sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, la conscription ne cible plus seulement les jeunes désœuvrés ou les réservistes. Chaque citoyen, quelle que soit sa profession, devient un soldat potentiel. La distinction entre civil et militaire s'efface brutalement. Ce bouleversement ne menace pas seulement la carrière ou le quotidien. Il s'infiltre dans la famille, la sécurité, la liberté de chacun et redéfinit la citoyenneté même. Pourtant, certains voient dans cette convocation forcée l'occasion de bâtir une souveraineté nouvelle, d'offrir au pays, et peut-être à tout un continent, une seconde naissance. Au cœur de ce séisme, l'angoisse de tout perdre côtoie l'espoir d'un avenir plus fort. Pour Haroun Alour et des milliers d'autres, la même question s'impose. Comment un soignant devient-il soldat du jour au lendemain ? Quelles forces, quelles lois ont rendu cela possible ? Pour comprendre l'ampleur de ce choc historique, il faut remonter aux racines d'une décision qui redessine le destin du Burkina Faso. Avant de juger, il faut revenir sur les textes, les menaces et les urgences qui ont poussé le pays à bouleverser ses repères. Car derrière cette révolution, une histoire longue de crises et de choix cruciaux s'impose. Une loi suffit-elle à transformer chaque citoyen en soldat, ou sommes-nous témoins de la naissance d'un nouveau Burkina Faso forgé dans l'urgence d'une crise sans précédent ? Sous la menace permanente des groupes armés et l'ombre d'ingérences étrangères, le pays n'a plus le choix. Chaque village, chaque institution, chaque carrefour devient un front. Acculé, le Burkina Faso riposte par une mesure radicale, la loi 029/2023, dite service patriotique. Son principe est assez brutal. Tout citoyen âgé de 18 à 35 ans, femme ou homme, doit 12 mois au service de la nation. Ce n'est ni symbolique ni négociable. La mobilisation est obligatoire. Pour la première fois, étudiants, fonctionnaires, ouvriers, professions libérales, tous sont alignés sous un même drapeau, l'urgence nationale. Le gouvernement présente cette loi comme un sursaut vital. Il s'agit d'arracher la souveraineté, de rompre le cycle de dépendance, d'imposer une nouvelle discipline collective. Désormais, la sécurité n'est plus déléguée. Chaque main burkinabé devient rempart, qu'elle soit celle d'un médecin, d'un enseignant ou d'un cultivateur. L'objectif, effacer la frontière entre civil et militaire, faire du collectif un remède à la crise. Mais la loi ménage quelques marges. Certaines compétences sont jugées trop précieuses pour être envoyées au front. Médecins, ingénieurs, professeurs pourront être redéployés sur des missions civiles cruciales. L'État tente de préserver les services essentiels, sans freiner l'élan patriotique. Pourtant, derrière cette organisation, l'angoisse circule. Peur de la désorganisation, peur de l'arbitraire, crainte de voir s'éloigner un fils, une épouse, un collègue, mais une autre émotion surgit aussi, une fierté nouvelle, celle de participer à l'histoire, de se redéfinir ensemble face au chaos. Au Burkina Faso, la vie ordinaire s'entrelace désormais au devoir national. Ce pari peut bouleverser la société et façonner l'image du pays aux yeux du monde. Mais qui sont ceux qui vivent ce bouleversement au quotidien ? Comment la loi du service patriotique s'impose-t-elle dans l'intimité des familles et dans les coulisses du pouvoir ? Pourquoi, alors que des foules de jeunes entonnent en chœur des chants de loyauté à Traoré et à la nation, d'autres choisissent-ils de fuir le pays ? Cette mobilisation inédite, massive, déchire le quotidien burkinabé en deux réalités qui ne se parlent plus. À Ouagadougou, sur les réseaux sociaux, jusque dans les villages isolés, des milliers de jeunes accourent pour prêter serment. Ils chantent l'hymne national, jurant de servir la patrie, et diffusent sur TikTok leur fierté d'avoir été appelés. Pour beaucoup, c'est enfin l'occasion de peser sur le destin du Burkina Faso, de rompre avec la dépendance, d'arracher une souveraineté confisquée depuis trop longtemps. Au rassemblement, les portraits du capitaine Traoré flottent au-dessus de la foule. On scande des slogans, on rêve d'une unité retrouvée. Les nouvelles recrues portent fièrement leurs brassards, symbole d'un devoir partagé. La jeunesse jadis désabusée ou tentée par l'exil s'enflamme pour un idéal collectif. Discipline stricte, retard sévèrement sanctionné, entraînements physiques éprouvants, solidarité imposée. L'effort patriotique devient une part centrale de l'identité. Mais derrière cet enthousiasme, d'autres voix grondent. Médecins, ingénieurs, universitaires s'inquiètent.
la peur l'emporte parfois sur la fierté. On redoute d'être arraché à sa carrière, à ses ambitions, plongé dans des tâches inconnues. Beaucoup cherchent à contourner l'appel, d'autres, plus résolus, quittent discrètement le pays. La menace d'une dérive autoritaire, capable d'écraser les destins individuels, plane sur chaque décision. La presse étrangère s'empare du phénomène. Reportages sur la ferveur des volontaires, mais aussi sur l'exode silencieux des élites. Les réseaux sociaux s'enflamment. Pour les uns, le Burkina Faso incarne la renaissance africaine. Pour d'autres, il s'isole et sacrifie ses voix discordantes. Dans les quartiers populaires, comme dans les sphères du pouvoir, la tension monte. Derrière l'unité affichée, les fissures s'élargissent. Pour certains, le service patriotique est une revanche sur l'histoire, un motif de fierté. Pour d'autres, il n'est là qu'un passeport vers l'amertume ou l'exil. L'unité nationale semble renforcée, mais elle exclut. Le risque d'une perte durable de talent, d'une société fracturée, s'impose. Les familles se divisent. Faut-il pousser ses enfants à servir ou les encourager à partir ? Ce choix intime devient une question de survie sociale. Les premiers effets sont déjà palpables. Hôpitaux débordés, universités clairsemées, entreprises privées privées de compétences. Mais au-delà de l'urgence, une angoisse traverse la société. Que restera-t-il quand la ferveur sera retombée ? Le service patriotique va-t-il refonder la citoyenneté ou ne laisser que des cicatrices ? Ce climat de tension et de choix impossibles n'échappe pas aux voisins du Burkina Faso, ni à ses partenaires internationaux. Déjà, les regards extérieurs s'aiguisent, guettant les premières fissures ou peut-être les signes d'un modèle inédit. Et si l'expérience du Burkina Faso redessinait la carte du pouvoir en Afrique ? Regardons comment cette mobilisation radicale secoue chaque coin du pays et trouble les grandes puissances jusqu'aux antipodes. Dans les hôpitaux, écoles, entreprises, coopératives, la réorganisation est totale. Les médecins forment à l'urgence, les enseignants inculquent discipline et savoir, les agriculteurs apprennent à défendre leur village tout en garantissant la sécurité alimentaire. Une résilience inédite émerge face au choc extérieur. Le gouvernement ne mobilise pas à l'aveugle. Chaque compétence est identifiée, chaque poste pensé pour soutenir l'effort national sans sacrifier ce qui compte. Les ingénieurs restent sur les chantiers stratégiques, les informaticiens protègent les réseaux, les soignants poursuivent leur mission, tous sous la bannière d'un service patriotique élargi. Peu à peu, une nouvelle culture naît. Discipline, ponctualité, unité deviennent les règles du quotidien. Les retards sont sanctionnés, chaque absence doit être expliquée devant des comités mixtes. La solidarité s'incarne dans chaque quartier. À la radio, des hymnes rappellent chaque matin le devoir de tous. Les résultats sont visibles. En quelques mois, des zones perdues aux groupes armés sont reconquises. Les routes redeviennent sûres, la sécurité s'améliore en ville comme à la campagne, et la fierté nationale grimpe en flèche. Les couleurs du drapeau burkinabé fleurissent sur les marchés, les écoles, les taxis. Mais ce sursaut a un coût. L'intensification du travail laisse peu de place à la vie privée. Les inquiétudes montent sur les droits humains, la frontière entre services et contraintes s'amenuise, la militarisation du quotidien inquiète. Les débats familiaux sont tendus, le mot sacrifice enflamme les discussions sur les réseaux sociaux. Au-delà, les regards se font inquiets. Les États-Unis observent avec froideur, craignant une contagion de la souveraineté totale. La France, ancienne puissance coloniale, redoute de perdre son influence. La Russie y voit une opportunité, la Chine surveille les débouchés. Tous craignent l'effet domino. Si le Burkina Faso réussit, d'autres pays pourraient suivre et bouleverser l'équilibre du continent. Le risque est immense. Si ce modèle s'impose, il pourrait déclencher une vague d'émancipation, forçant les puissances étrangères à revoir leurs alliances. Mais l'isolement ou des représailles économiques et diplomatiques menacent. L'enjeu dépasse le Sahel. Il s'agit de la capacité d'un peuple à reprendre en main son destin. Mais au-delà des statistiques, que retenir de ce bouleversement pour l'avenir du continent et du monde ? Derrière cette expérience burkinabé, une question s'impose. Jusqu'où un peuple peut-il aller pour forger sa souveraineté ? Et à quel prix ? La discipline collective, miracle ou piège ? Cette question brûle toutes les lèvres alors que le Burkina Faso vit une révolution feutrée, menée tambour battant par le capitaine Ibrahim Traoré. Ici, le service patriotique n'est plus un choix, ni un simple passage institutionnel. Il s'impose à toutes et à tous, balayant la vieille frontière entre civils et militaires. Chaque citoyenne, chaque citoyen se retrouve acteur d'une refondation nationale, embarqué dans une aventure où l'identité, le devoir et la souveraineté fusionnent. Mais une telle mobilisation totalise-t-elle la force d'un peuple ou prépare-t-elle la fatigue qui le brisera ?
Sous l'élan collectif, la pression est constante, presque palpable. L'unité forgée dans l'urgence nourrit le risque d'un surmenage général, d'un enthousiasme qui s'effrite et d'une économie poussée à la limite. Le pari est immense. Bâtir une souveraineté qui s'affranchit des aides extérieures, inventer un modèle africain qui ne doit rien à personne. Pour la première fois, la défense nationale devient une expérience vécue, où la population elle-même incarne le bouclier du pays, loin des slogans creux ou de la dépendance militaire étrangère. 3 défis majeurs dessinent la suite. L'endurance collective suffira-t-elle pour tenir sur la durée? L'économie saura-t-elle absorber les chocs d'une mobilisation sans relâche? Et surtout, comment résister à la pression des grandes puissances inquiètes de ce réveil inattendu? Ce qui se joue à Ouagadougou interpelle tout le continent. L'histoire burkinabé devient un miroir pour d'autres nations africaines, tenter de briser leurs chaînes pour tracer leur propre chemin. Là où certains dénoncent un retour en arrière, d'autres saluent la naissance d'un nouveau paradigme, un peuple architecte de son destin, maître de ses sacrifices. Pour chacun d'entre nous, l'enjeu est limpide. L'équilibre entre unité et liberté n'a jamais été aussi fragile. Comment bâtir une nation forte sans user la volonté de ses membres? Où placer la frontière entre devoir collectif et aspiration individuelle? Qui fixe le point d'équilibre entre sacrifice commun et liberté personnelle? Mais derrière cette mobilisation, une tension s'installe. La question du consentement, du rythme imposé et des limites personnelles ne peut plus être esquivée. Quand chaque citoyen devient un rempart, jusqu'où une nation peut-elle aller? C'est la question qui brûle aujourd'hui au Burkina Faso. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le service patriotique national renverse tous les repères. Ce n'est ni une militarisation classique, ni un retour autoritaire en arrière. Ici, la frontière entre civils et militaires s'efface et chaque métier, chaque rêve, chaque instant du quotidien est reconfiguré par un même devoir collectif. Du cultivateur au médecin, de l'étudiant à l'ingénieur, tous sont désormais appelés non seulement à défendre la nation, mais à devenir l'expression même de sa volonté. Ce n'est plus l'État qui protège un peuple passif. Désormais, c'est un peuple entier qui devient la colonne vertébrale de l'État. À travers cette expérience, il ne s'agit plus seulement de répondre à la menace terroriste ou de résister aux pressions étrangères. Il s'agit de prouver qu'une nation peut renaître grâce à la résilience commune et que le patriotisme peut rimer avec innovation. Mais ce bouleversement a un prix. Liberté individuelle, temps personnel, priorité familiale, trajectoire professionnelle, tout vacille. Les jeunes mettent entre parenthèses leurs études, leurs espoirs de carrière ou de départ à l'étranger. Médecins, enseignants, chercheurs affrontent un dilemme déchirant. Rester là où leur expertise sauve des vies ou répondre à un appel collectif plus grand que soi. Ce choix, jadis abstrait, devient ici un quotidien. Cette transformation résonne au-delà des frontières du Burkina Faso. Pour l'Afrique, c'est un signal fort. Et si la souveraineté ne se négociait plus sur des bases extérieures, et si l'on inventait un modèle où la solidarité et la mobilisation totale seraient à la clé de l'émancipation? Pour les puissances étrangères, c'est un défi. Des décennies d'influence sont remises en cause. Pour les voisins, c'est une source d'inquiétude. Ce modèle peut-il s'étendre? Va-t-il unir ou diviser? Ce qui se joue dépasse le simple cadre militaire. C'est une recomposition du lien social, une redéfinition de la citoyenneté. La question n'est plus « que dois-je à mon pays ?», mais jusqu'où suis-je prêt à aller pour sa survie? Quand le service patriotique devient l'affaire de tous, l'identité nationale se réécrit, sous la contrainte mais aussi dans la fierté, l'adaptation et la crainte de l'inconnu. Comprendre cette mutation, c'est saisir l'ampleur d'une reconfiguration majeure du XXIe siècle. L'ignorer, c'est risquer d'être aveugle tandis que les équilibres du monde changent. Le Burkina Faso n'est plus un simple théâtre de conflit, c'est un miroir tendu à toutes les sociétés en quête de sens et de souveraineté. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de conscription ou de patriotisme, souvenez-vous, derrière chaque décret, il y a des vies bouleversées, des familles inquiètes, des sociétés en redéfinition. Car au fond, répondre à l'appel d'une nation, c'est accepter de traverser un moment où l'histoire s'écrit à travers soi. Mais la solidarité et la créativité d'un peuple peuvent-elles suffire face à l'incertitude de demain? Cette question brûlante continuera de nous guider dans les épisodes à venir. Pour saisir toute l'ampleur de cette situation, il est essentiel d'explorer la variété des réactions et des conséquences, en s'appuyant sur des exemples concrets, des parallèles historiques, des scénarios et des pistes pratiques d'action. Plongeons plus en profondeur. Prenons le cas d'Harouna Lour, ce médecin anesthésiste.
Imaginez une journée typique à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Chaque matin, Haruna enfile sa blouse, prépare ses instruments avec rigueur, rassure ses patients avant une intervention. Mais ce matin-là, la lettre officielle tombe. Il doit rejoindre un centre de formation militaire. Son équipe médicale, habituée à son calme et à sa précision, doit soudain improviser. Les chirurgies sont reportées, les patients attendent plus longtemps. Les familles, anxieuses, se demandent si la qualité des soins sera maintenue. Ce cas n'est pas isolé. Dans plusieurs hôpitaux de la capitale, des équipes entières sont désorganisées par la convocation de médecins compétents. Cela nous rappelle comment, pendant la Seconde Guerre mondiale, la mobilisation générale avait forcé des chirurgiens à devenir brancardiers ou officiers de santé sur le front, bouleversant la chaîne des soins. Dans les écoles, l'effet domino est tout aussi frappant. Imaginez une classe de terminale, soudain privée de son professeur de mathématiques. Les élèves proches du baccalauréat voient par leur avenir compromis. La communauté éducative tente de redistribuer les cours, mais le niveau baisse. Cela s'apparente à la mobilisation des enseignants en France pendant la Première Guerre mondiale, qui avait laissé des générations entières sans repères éducatifs. Pour y remédier, des retraités ou des étudiants en fin de cursus sont parfois sollicités pour remplacer au pied levé, mais la transmission du savoir s'en trouve inévitablement fragilisée. Dans le secteur privé, le départ massif de jeunes ingénieurs et techniciens menace la productivité et la croissance. Les entreprises de PAN, de BTP peinent à respecter les délais des chantiers, les startups informatiques voient l'emploi leurs équipes décimées. À Bobo Dioulasso, une PME spécialisée dans l'agroalimentaire doit suspendre la moitié de sa production faute de personnel qualifié. Ces situations rappellent la mobilisation industrielle des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, où les femmes et les personnes âgées avaient dû remplacer dans les usines les hommes partis au front, bouleversant la pyramide des âges au travail. Face à ces défis, des scénarios d'adaptation émergent. Certaines institutions s'organisent en réseaux de solidarité. Des plateformes en ligne permettent de mutualiser les compétences pour pallier les absences. Par exemple, dans le domaine de la santé, des médecins retraités ou en formation avancée sont invités à encadrer à distance les équipes moins expérimentées. Les universités mettent en place des cours accélérés pour préparer des remplaçants. Des entreprises réorganisent leurs horaires pour permettre à ceux qui n'ont pas été mobilisés de couvrir plusieurs postes à la fois. Parallèlement, pour éviter une fuite massive des cerveaux, le gouvernement met en place des incitations. Primes de fidélité pour ceux qui restent, reconnaissance officielle, possibilité d'accélérer l'avancement de carrière pour les jeunes professionnels qui acceptent d'être redéployés sur des missions critiques. Ce type de mesure rappelle la politique du service civil obligatoire instauré en Israël, où chaque citoyen, homme ou femme, doit participer à l'effort national, mais où des passerelles sont créées pour permettre aux compétences clés de rester mobilisées sur des tâches civiles essentielles. Sur le plan familial, la tension est palpable. Le départ soudain d'un membre, parfois soutien de famille unique, bouleverse l'équilibre domestique. Des associations de soutien psychologique voient le jour pour accompagner les enfants et conjoints restés seuls. Les radios communautaires diffusent des programmes de soutien moral et des cellules d'écoute sont installées dans les quartiers pour prévenir les situations de détresse. Cela rappelle les comités de solidarité créés en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, où les familles des mobilisés étaient prises en charge par la communauté pour éviter l'isolement et la précarité. La question du consentement et du sens du sacrifice collectif reste centrale. Certains citoyens écrivent des lettres ouvertes au gouvernement pour demander une consultation nationale, voire un référendum sur la durée ou la nature du service patriotique. Des débats publics sont organisés sur la place des individus dans la nation. Jusqu'où peut-on imposer un devoir commun sans briser les aspirations personnelles ? Dans les universités, des conférences rassemblent étudiants, enseignants et parents pour discuter du juste équilibre entre liberté et sécurité. Au niveau régional, des exemples historiques viennent alimenter la réflexion. En Afrique du Sud, durant l'apartheid, la conscription obligatoire avait provoqué des mouvements de contestation massifs parmi les étudiants blancs, inquiets de servir une cause qu'ils ne partageaient pas. Au Vietnam, la conscription universelle avait alimenté une résistance intérieure, poussant certains jeunes à l'exil. Au contraire, en Suisse, le service militaire obligatoire s'est accompagné de mécanismes de consultation citoyenne et de clauses d'objection de conscience, permettant de préserver une certaine cohésion nationale malgré la contrainte. Pour le Burkina Faso, plusieurs pistes pratiques sont envisagées pour préserver l'équilibre social. D'abord, la création d'un conseil citoyen de suivi, composé de représentants de tous les secteurs de la société, chargé de surveiller les conditions de mobilisation
et de proposer des ajustements en temps réel. Ensuite, la mise en place d'un système de services partagés permettant à certains citoyens de fractionner leur engagement entre missions civiles et militaires, selon les besoins du moment. Enfin, un programme de retour à l'emploi est à l'étude pour réintégrer rapidement les mobilisés dans la vie active une fois leur service terminé. Sur le plan international, l'expérience burkinabé suscite l'intérêt mais aussi la prudence. Des délégations venues du Mali, du Niger ou du Ghana viennent observer les modalités de cette mobilisation totale, curieuses de voir si le modèle est exportable. Des ONG spécialisées dans la gestion de crise proposent leur expertise pour améliorer la logistique, la formation et le soutien psychologique. Les Nations Unies, inquiètes des risques de dérapage, envoient sans voix des missions d'observation pour s'assurer que les droits humains sont respectés. Certains partenaires étrangers, conscients de la portée symbolique de l'expérience, proposent des échanges de bonnes pratiques. L'Allemagne partage son modèle de service civil volontaire, où les jeunes peuvent choisir entre différentes formes d'engagement, tandis que la Corée du Sud explique comment elle a su transformer sa conscription obligatoire en moteur de développement technologique et industriel, en intégrant les jeunes dans des projets d'innovation nationale. Dans les médias burkinabés, les récits de mobilisation alternent entre héroïsme et inquiétude. Des documentaires montrent des jeunes femmes devenues formatrices en logistique, des médecins formant à la médecine de guerre, des agriculteurs organisant la défense collective des villages contre les incursions armées. Des portraits de familles séparées témoignent de la douleur mais aussi de la fierté d'avoir un proche au service de la nation. Des scénarios futurs soulèvent des questions clés. Que se passera-t-il si la crise sécuritaire s'aggrave ? Le service patriotique sera-t-il prolongé, élargi à de nouvelles tranches d'âge ? Quels mécanismes seront mis en place pour éviter la lassitude et le surmenage ? Des experts proposent de renforcer l'accompagnement psychologique, de valoriser publiquement les réussites collectives, d'organiser des cérémonies de retour à la vie civile pour célébrer l'engagement de chacun. Face à la tentation de l'exil, le gouvernement lance des campagnes de réconciliation et de dialogue. Des forums ouverts invitent les jeunes à exprimer leurs doutes, leurs espoirs, à proposer des alternatives. Des plateformes en ligne permettent de signaler anonymement des abus ou des dysfonctionnements afin d'ajuster en temps réel les modalités du service. Cette transparence vise à éviter la radicalisation des mécontentements et à préserver la cohésion nationale. Enfin, la question de l'après-service est cruciale. Comment réintégrer dans la société des milliers de jeunes ayant vécu une expérience intense, parfois traumatisante ? Des programmes de reconversion professionnelle sont lancés. Formation accélérée, bourses pour reprendre les études, soutien à la création d'entreprises, accompagnement psychologique. Ces dispositifs s'inspirent des politiques menées au Rwanda après le génocide, où la réinsertion des anciens combattants avait été pensée comme une priorité nationale pour éviter la marginalisation et la violence résiduelle. Dans ce tourbillon, le Burkina Faso expérimente, tâtonne, ajuste. La société tout entière est engagée dans un processus de transformation sans précédent. Les leçons tirées aujourd'hui pourraient demain, inspirer d'autres nations confrontées à des défis similaires. En somme, la conscription burkinabé, loin de se réduire à une simple mesure de défense, devient un laboratoire social, politique et psychologique. Elle interroge les fondements du vivre ensemble, le rôle de l'État, la place de l'individu dans la communauté. L'histoire jugera si ce pari audacieux aura permis de forger une souveraineté nouvelle ou s'il laissera des cicatrices profondes dans les mémoires individuelles et collectives. Pour les générations à venir, le Burkina Faso incarne désormais la possibilité d'une refondation nationale par l'engagement total de son peuple. Mais il rappelle aussi la nécessité de préserver, au cœur de l'effort collectif, la dignité, les droits et les aspirations de chaque citoyen. Car c'est là, dans cet équilibre fragile, que se joue la véritable souveraineté, celle d'un peuple capable de se défendre, de s'unir, mais aussi de s'écouter et de se renouveler. À vous qui suivez cette histoire, que vous soyez citoyen burkinabé, africain ou observateur du monde, la question demeure ouverte. Jusqu'où iriez-vous pour défendre votre pays ? Et comment garantir que l'effort commun ne devienne pas une contrainte destructrice, mais une source d'inspiration, d'innovation et d'émancipation ? La réponse appartient à chacun, mais aussi à la communauté tout entière. Le Burkina Faso, aujourd'hui, écrit une page singulière de l'histoire mondiale. Demain, cette page pourrait bien devenir un chapitre fondateur d'une Afrique nouvelle.